Bonjour à toutes et tous. Nous sommes le 21 mars 2025. Nous lançons officiellement les journées de l'eau, le printemps de l'eau 2025. Et dans toute la France, à Noisy-le-Sec, bientôt à Orléans, en Rhône-Alpes, à Valence, dans les Alpes-Maritimes, à Marseille, vraisemblablement à Nantes et ailleurs, nous aurons des initiatives sur l'eau. Pourquoi ? Parce que ce printemps de l'eau, on le veut territorialiser, c'est-à-dire poser sur des territoires, mais également lui donner une dimension nationale, voire internationale, au travers de visioconférences que nous ferons avec des acteurs de l'eau européens et voire plus loin. C'est dans le cadre du Forum Alternative Mondiale de l'eau qui se poursuit depuis plusieurs années, à la fois en présentiel et en visio. Ce printemps de l'eau va aborder à la fois les questions du climat, du grand cycle de l'eau, du petit cycle de l'eau. Il abordera les sujets que nous traitons depuis des années, la gestion publique de l'eau en gestion publique directe, c'est-à-dire en régie, mais avec les régies, l'implication des citoyens, qui n'est pas prévue en France dans la loi, mais qu'il faut gagner pour qu'aujourd'hui on ait des droits à intervenir en tant qu'usager de l'eau, en tant que citoyen, citoyenne, qu'on puisse intervenir sur l'eau dans sa gestion, aux côtés des élus et aux côtés des organisations associatives et syndicales. Un chantier important, un chantier qui dure, avec quand même des victoires, parce qu'on n'est pas là aussi pour toujours se désespérer. Mais par exemple, dans les villes, la place de l'eau est mieux traitée que par le passé. On a aujourd'hui la prise en compte d'îlots de fraîcheur, de début d'aménagement de berges de rivières ou de fleuves. On a le début de création, modestement pour le moment, de forêts urbaines ou d'îlots qui permettent de réduire l'impact de la chaleur l'été, par exemple. Mais aussi, on désimperméabilise les sols, on apporte des réponses à des sujets qui n'étaient plus traités, mais qui étaient le bon sens. Et bien entendu, la question de l'adduction d'eau, la potabilité, la qualité de l'eau, les usages industriels de l'eau, par exemple, sont des sujets très importants. Dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille, nous avons un programme qui va se terminer momentanément dimanche 23 sur une balade urbaine le long du ruisseau Mirabeau, mais nous aurons en avril et en mai d'autres temps forts, toujours dans le cadre du printemps de l'eau. On considère qu'il faut plus qu'une journée au plan international et national et local pour s'occuper des questions de l'eau et les faire porter par le plus grand nombre. Et nous aurons, avec les acteurs qui traitent des supports de communication pour faire de l'éducation à l'environnement, au mois de mai, un grand moment à la Busine à Marseille autour de films qui traitent des sujets environnementaux. Et puis nous terminerons en juin, sûrement avec une fête du printemps qui va faire la transition entre le printemps de l'eau et le printemps tout court, avant d'aborder l'été. Merci encore à vous toutes et tous. À bientôt dans toutes ces manifestations de Noisy-le-Sec à Marseille, avec notre mouvement, le MNLE, Mouvement National de Lutte pour l'Environnement, Réseau Humanité Nature. On vous attend à l'occasion de ces manifestations et nous souhaitons avec vous mener des actions de l'éducation à l'environnement, mais aussi des actions permettant de faire avancer la biodiversité et l'eau. Merci. Après le coup d'État de Trump supprimant l'aide à l'Ukraine, le président Macron a décrété, sans débat démocratique, passer dans une économie de guerre. Il a été suivi de près par l'Union européenne qui a décidé que pour la guerre, le déficit maximum de 3% était dépassable. Quand il s'agit de social, il est impossible de dépenser, mais quand il s'agit de la guerre, tout est possible. Cela apparaît comme une aubaine pour faire taire les revendications de retraite, de salaire, de santé, alors que les actionnaires des fabricants d'armes se frottent les mains. Pourtant, nous le savons tous, la plupart des habitants de notre planète aspirent à vivre en paix. On le comprend et nous soutenons cette aspiration. On peut aussi comprendre les réactions visant à se défendre en cas d'attaque et que le pays victime soit aidé par d'autres. Alors que nous commémorons cette année les 80 ans de la reddition du nazisme, souvenons-nous que nos résistants ont été aidés par des livraisons d'armes étrangères. Notons que déjà à l'époque, les États-Unis d'Amérique, qui n'ont pas souffert sur leur sol des désastres du conflit, ont aidé, mais de manière très intéressés par les retours économiques. Et cela se confirme aujourd'hui. Dans la grande majorité des cas, les causes des guerres sont économiques. Et c'est bien le cas avec l'Ukraine. Car si la crainte d'entrée de ce pays dans l'OTAN est une des raisons officielles données par Poutine, ce qui est sans doute à prendre en compte, la recherche d'une continuité de terrain vers la mer Noire avec tous les débouchés et richesses économiques que cela représente est sans doute la raison profonde. Et Trump ne se cache pas de son attitude de prédateur vis-à-vis des richesses que peut apporter l'Ukraine à l'économie états-unienne.
européenne. Certains pensent qu'il est impossible de raisonner Poutine comme Trump. C'est sans doute en partie vrai. Mais la soi-disant trêve envisagée, aussi modeste soit-elle, laisse un peu espérer. La crainte reste très forte cependant que les deux dirigeants, se moquant du reste du monde, se partagent en fait les richesses de ce pays, ce qui ne peut conduire à une paix durable, même si l'Ukraine s'engageait à ne pas intégrer l'OTAN. Ce qui peut donner espoir, c'est que les attitudes de l'un comme de l'autre sont en fait contraires aux intérêts de leurs pays respectifs. Pour la Russie, outre l'économie de guerre prive les Russes de liberté et réduit considérablement leurs moyens de vie, le nombre de décès de jeunes appelés sur le front frappe l'équilibre démographique du pays. Poutine ne pourra pas longtemps continuer sans se mettre autour d'une table. Quant à Trump, son attitude ne fait que révéler le principe même de l'économie dite libérale et qui est en fait la dictature de la finance sur le monde. Cette position et les actions allant avec se limitent d'abord aux oppositions grandissantes rencontrées aux États-Unis, mais aussi à des retours de boomerang sur ces mesures économiques qui vont entraver les échanges internationaux, source de profit des entreprises, y compris américaine. Et que se passe-t-il dans notre pays, qui après un budget 2025 d'austérité, pour la majorité des Français, doit en plus augmenter son budget militaire? Rappelons qu'avant cette augmentation, les dépenses pour la défense sont le deuxième poste du budget, près de 60 milliards, après l'éducation 88 milliards. Nous ne sommes pas naïfs. En l'état du monde, il est nécessaire de disposer d'une défense nationale, voire européenne, mais les sommes consacrées sont déjà énormes. Si l'on doit faire davantage pour défendre l'Ukraine, il y a des moyens, sortons de l'OTAN et utilisons le budget qui y était consacré. Et surtout, réduisons les dépenses inscrites pour l'arme nucléaire, le pire danger pour l'humanité. Rappelons que nous commémorons aussi cette année le 80e anniversaire des bombes lâchées par les États-Unis sur le Japon. Nul besoin de réduire encore la culture, parent pauvre budgétaire, l'éducation qui a besoin de bien plus de moyens et la santé, exemple, et j'en passe. Réduire les dépenses nucléaires militaires redorerait en plus le blason de notre pays en s'inscrivant dans la politique de l'ONU et du traité d'interdiction des armes nucléaires entré en vigueur il y a 4 ans et que la France n'a toujours pas validé. Et pendant ce temps, les yeux de nos dirigeants restent fermés sur le drame palestinien. Netanyahou, encouragé par l'attitude de Trump, a repris les bombardements sur la bande de Gaza sans la moindre protestation officielle française. Une pétition destinée au président de la République est initiée par le mouvement de la paix. J'espère qu'elle rencontrera un grand succès. Un grand silence aussi chez nos dirigeants sur la guerre au Congo et dans d'autres régions du monde. Alors, que faire? Notre position pacifique, rappelant que les guerres font essentiellement souffrir les populations les plus modestes et occasionnent d'énormes désastres à notre environnement, nous conduit à proposer des règlements diplomatiques au conflit, nécessairement arbitrés par une instance internationale, l'ONU. Or, Trump, après avoir décidé de couper les crédits de plusieurs organismes de l'ONU, et non content d'utiliser périodiquement le droit de veto au Conseil de sécurité, évoque tout simplement de quitter l'organisation. La situation est donc très grave, sidérante, diront certains. Mais faut-il se résigner pour autant? Rappelons que si le chemin pour changer le monde promet d'être long et escarpé, ne rien faire est la garantie de l'échec. Faisons monter les protestations populaires dans notre pays, mais aussi entretenons dans ce sens des contacts dans le monde entier. Car aux États-Unis comme en France, et de nombreux pays, les dirigeants en place tiennent leur légitimité d'une élection. Que chacun de nous convainque ses amis, ses voisins, d'aller vers une culture et une économie de paix plutôt que de favoriser la guerre, permettra peut-être, ici et ailleurs, de porter aux commandes des pays des humains humanistes.